Virginie va développer sur le côté harcèlement dans les établissements. C'est on va dire, de réunir tous ces professionnels, qui est une prise de conscience collective pour que les gens travaillent ensemble, qui est ce côté pluridisciplinaire. Parce que quand on écoute la parole d'un enfant, c'est pas une personne qui peut peut-être passer à côté de certains signes que beaucoup de professionnels en France ne connaissent pas, parce que je suis sur le terrain et que je vois les dysfonctionnements de toutes parts, que ce soit au niveau éducation et également aussi au niveau judiciaire. Donc en fait, c'est ce travail de terrain qui fait qu'on arrive à faire sensibiliser et qui est tout d'un coup ce warning qui est mis tout le temps en alerte et de pouvoir comprendre et de pouvoir détecter. Parce que plus vite on détecte des signes chez des enfants, surtout dans violence intrafamiliale, plus vite on peut atténuer ces psychotraumatismes et surtout de faire un adulte apaisé. Parce que c'est tout à fait possible. Et que maintenant, scientifiquement, c'est prouvé, on voit justement sur les images du IRM qu'on peut atténuer tous ces traumatismes. Je suis ambassadrice du Femmes Festival, qui est un festival de cinéma qui est dans le coin, là, et donc j'ai eu la chance d'avoir mon invité d'honneur, qui était Boris Cyrulnik, et on a fait le parallèle entre les violences sexuelles, l'inceste et la résilience. Alors c'est vrai que je témoigne pas mal sur les médias parce que j'en ai fait un combat, mais c'est aussi de se dire qu'on peut aussi faire une force de ce trauma. À savoir que ce qui est important, c'est qu'on n'oublie jamais ce genre de trauma, donc on peut vivre avec différemment. Et c'est ça aussi qu'il faut passer comme parole. Voilà. Je me suis formée aux côtés de Muriel Salmona, du docteur Muriel Salmona, du docteur Myrène Persson, de beaucoup de personnes que je travaille avec la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et sur les violences sexuelles. Enfin, la CIVIS a fait on va dire, un état des lieux avec 82 préconisations. Nous, c'est ce que nous voyons sur le terrain, et là, ça a été acté dans un livret. Maintenant, on aimerait que là-haut, là, que ça se bouge, puisque nous savons comment faire, donc il faut juste donner les moyens. Donc, nous savons que les professionnels, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans le côté médical, dans le milieu du sport, c'est un réel manque de moyens, de manque de formation. Parce que si les éducateurs, si les professeurs, si les médicaux sont formés sur justement cette détection, on éviterait beaucoup de drames. Voilà. Donc ça, c'est important du côté des professionnels. Et évidemment, le plus important aussi, c'est de sensibiliser au plus près, c'est-à-dire dans les écoles, dans toutes les institutions. C'est ce que je fais avec mon association Les Amis de Romy. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est composée de psychologues spécialisés dans les violences intrafamiliales et dans les psychotraumatismes, c'est que les avocats. Mais il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui est importante, qu'on ne pense pas dans les psychotraumas, que ça va de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de tous ces, on va dire, ces thérapies qui marchent très bien. Alors, on entend beaucoup parler de l'EMDR, mais qui n'est pas efficace tout le temps, donc il y a un melting pot de thérapie qui fonctionne très bien maintenant pour les psychotraumatismes. Et plus vite on pose les bonnes questions, plus vite on pose les mots et plus vite on accompagne ces personnes-là, les enfants et les adultes. Voilà. Alors on est dans l'ère évidemment de la libération de la parole. Ce mot-là m'agace énormément parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette parole? Donc pour moi ce qui est important c'est ce qui se passe derrière, tout ce qu'on met en place. Voilà, donc évidemment on voit beaucoup dans les médias en ce moment, donc c'est très bien parce qu'en fait on se rend compte qu'on a été dans un système de croyance pendant des années, et notamment dans ces années-là, dans les années 70, où on a vu cette banalisation de la violence et cette banalisation aussi de l'inceste, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont quand même dit ouvertement qu'ils avaient des relations sexuelles avec des enfants. Donc ça, maintenant, peut-être que ça choque maintenant, mais à ces époques-là, sur les plateaux des médias, ce n'était pas du tout, on en rigolait même. Donc on est dans une nouvelle ère, on va dire de sensibilisation, de prise de conscience. Je ne vous cache pas que ça va être long, ce travail qu'on fait sur le terrain, ça va être très long, parce que là c'est une déconstruction de la société, des systèmes de croyances, et on voit que c'est très difficile, parce que c'est très ancré, c'est ce côté transgénérationnel. Parce que évidemment quand on est victime de violences intrafamiliales, notamment l'inceste, qui est quand même la violence la plus terrible dans la vie d'un enfant, parce que c'est une déconstruction, c'est une perte d'identité, et après il y a tous les mécanismes qui se mettent en place, comme l'emprise, et ces mécanismes-là sont absolument destructeurs dans la vie d'un adolescent,
et dans la vie d'un adulte. Et cet enfant-là, souvent, ne parle jamais. Ne parle pas par les mécanismes de honte et de culpabilisation. Et on se rend compte que quand on sensibilise dans les écoles, quand on met des mots, donc moi je parle de toutes les formes de violence, les violences physiques, verbales, psychologiques, harcèlement, cyberharcèlement. Et en fait, on se rend compte que quand on fait ce petit topo, toutes ces violences sont liées et que c'est souvent l'emprise psychologique, justement, fait qu'on se retrouve sujet aux violences physiques et aux violences sexuelles et qu'on est sujet au harcèlement et que ça continue après à la maison avec le cyberharcèlement. Moi, je me suis vraiment spécialisée aussi dans toutes ces formes de violence parce que je suis également à la coalition française pour une réglementation européenne sur la cyberpédocriminalité. Donc nous travaillons à l'Europe sur ça. Ça fait 1 an que nous travaillons donc, auprès de Marielle Samona, aux côtés du mouvement du Brave Movement, voilà. Et on est 60 ONG à travailler là-dessus. Nous sommes en train de démontrer justement au gouvernement français qu'on peut faire on va dire qu'on peut aller dans les messages privés sans le chiffrage de bout en bout. Donc on est en train de prouver, on essaie de faire basculer la France tout doucement là, avec des experts en cybersécurité qui expliquent parce que vos enfants sont en danger. Je vous le dis maintenant là. Je vous dis que les enfants sont en très grand danger sur les réseaux et sur le téléphone. J'ai encore sensibilisé la semaine dernière dans un rugby club, ce que j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait une tranche d'âge de 7 à 9 ans. Tous les enfants ont levé la main qu'ils avaient reçu un contenu cyberpédocriminel, des photos, des contenus, ce qu'on appelle des faits de grooming, c'est-à-dire qu'on alpague, les prédateurs sont... Et je vous parle que du clear web, je ne vous parle même pas du dark web. Ce dark web, on est mort, c'est déjà raté, on ne sait plus quoi faire, c'est déjà foutu, je vous le dis. Donc le clear web, déjà, on essaye de faire quelque chose et on demande à toutes ces plateformes de retirer ces contenus et de les dénoncer. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas en France. Il y a beaucoup de pays qui sont assez motivés pour cette réglementation. Donc nous allons souvent au Parlement européen pour justement... Je vais arrêter. Moi je m'arrête plus, moi. Je sais. Je vais passer on va la passer par après. Est-ce que tu veux juste finir ta phrase? Oui, donc voilà, c'est que si vous entendez parler de cette réglementation, ça fait 1 an qu'on travaille, donc ce serait absolument formidable de mettre déjà en sécurité nos enfants, parce que peut-être que je rentrerai dans les détails tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on explique ce qui est le harcèlement et le cyberharcèlement. Merci Virginie pour l'action de terrain, militantiste et très engagée, merci. En fait, on ne peut pas finir une table ronde quand on est dans le Var, sans parler rugby. En plus, ils ont gagné hier. Donc on est très heureux de finir par une note positive, de légèreté, et qui apporte tellement aussi aux enfants. On est ravis, Philippe, de vous avoir avec nous. Merci, bonjour à tous. Voilà, Philippe Berger l'a dit, je suis le directeur de l'école de rugby du Rugby Club Toulonnais. Mais depuis 1992, je m'occupe de la catégorie jeunes, adolescents. Alors ça a été à la Seine-sur-Mer, qui n'est pas très loin, et à Toulon, à la Valette. C'est-à-dire, ça commence à l'âge de 5 ans et on les garde, je les ai suivis, moi je suis en senior, mais disons qu'en senior ils ont un petit peu moins besoin de nous, mais jusqu'à un junior, c'est-à-dire 18 ans. Notre rôle, c'est déjà de refuser personne. Un gamin qui vient, qui se propose tout seul, parce que ça arrive que le gamin, il est avec ses copains, il arrive, il joue au football, il joue à rien. Et il nous dit, est-ce que je peux essayer? Déjà, c'est oui de suite. Le club l'assure, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Et juste, si ça lui plaît, après on lui fera une licence. Voilà, notre rôle, il est là. Notre rôle, il est aussi de leur apporter ce qu'ils n'ont pas. Alors, de leur essayer de leur apporter ce qu'ils n'ont pas chez eux. Alors, certains le trouvent. Et il y en a qui, malheureusement, n'y arrivent pas. Parce qu'on n'a pas que des réussites, on a malheureusement des échecs. Mais notre rôle à nous, c'est quand même de lui apporter un cadre, une discipline, quelque chose où il prend aussi beaucoup de plaisir. Et puis surtout, en étant sur le terrain du rugby, alors quand ils sont jeunes, c'est le mercredi, le samedi matin et le mercredi après-midi. Au moins, il est sur un terrain, il est encadré par des éducateurs diplômés. Nous, on a quand même aussi des psychologues, on a des gens qui s'occupent aussi autre que l'activité rugby. On a un préparateur mental, mais pas pour les petits, mais pour les adolescents, oui.
surtout, ils sont mieux là sur le terrain que rester dans la rue ou comme il disait le docteur, à vendre de la drogue. Alors, des fois, ils jouent au rugby, ils vendent de la drogue aussi, quand même. C'est les échecs, ça. Mais disons qu'en étant sur un terrain de rugby, on a moins l'idée et l'envie de faire des bêtises, même s'ils en font un peu, mais c'est pas de grosses bêtises. Nous, ce qu'on en rapporte aussi, c'est le combat, l'endurance, c'est qu'ils sont obligés, ils sont pas dans un confort. Hein, quand ils commencent à avoir 7-8 ans, il faut qu'ils coopèrent, il faut qu'ils s'habituent à tomber au sol, et tout ça, ça montre que petit à petit, ça les fait grandir. Pour le harcèlement, c'est vrai que dans les années 90, moi j'en entendais pas du tout parler, mais ça existait sûrement. Là actuellement, c'est vrai qu'on y fait un peu plus attention. Parce qu'avant, c'est vrai que quand un petit se faisait embêter par ses copains, on dit ça va passer, il est un peu plus faible que les autres, mais il va venir. En fin de compte, je pense qu'on se trompait. Mais il faudrait que la jeunesse au sport, la direction de la jeunesse au sport, forme un peu mieux les éducateurs, justement, sur ce sujet-là. Parce qu'on n'est pas formé du tout. Et moi, je suis diplômé de rugby supérieur, et je peux vous dire, c'est le plus haut diplôme qu'il y a dans le rugby. Et je n'ai jamais été formé pour détecter si un gamin il est harcelé ou pas. Avec l'expérience, c'est vrai que j'y viens de plus en plus, mais je suis sûr que je dois en manquer quelques-uns, c'est certain. La jeunesse au sport, malgré cela, mène quand même des enquêtes sur nos éducateurs, sur nous, les encadrants, par rapport au public qu'on a. Il y a 15 jours, j'étais en stage avec 53 gamins, que du rugby, hein, on faisait que du rugby, un stage de perfectionnement, et on a eu un contrôle de la jeunesse au sport. Je trouve que ça c'était très bien. J'ai été surpris parce que c'est la première fois que ça m'arrive en 40 ans. Ils vérifiaient les carrières, les CV des encadrants. Voilà. Et moi j'ai demandé pourquoi, parce que c'était la première fois que ça arrivait. Et ils m'ont dit, mais justement, vous savez peut-être pas ce qu'il a fait il y a 15 ans, et nous justement on le sait par rapport à nos enquêtes. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que c'est vrai que moi je ne le savais pas. Bon, j'ai eu de la chance, tout le monde était nickel, donc tant mieux. Moi j'ai des gamins qui, chez eux, ils ne se régalaient pas. Alors je vais parler de la Seine-sur-Mer, où c'est un quartier carrément à la Cité Verte, où justement il y a des gamins qui étaient un peu défavorisés, ceux des Sablettes, ça allait un peu mieux. Mais ceux de la Cité Verte, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un quartier de la Seine un peu défavorisé. Et bien ces gamins-là, ils venaient pour trouver quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient chez eux. Et quand on est éducateur, le bonheur qu'on puisse avoir, alors bien sûr c'est les victoires, on est bien d'accord que c'est important, mais surtout c'est que quand un gamin, vous le prenez, il a 6, 7 ans, 8 ans, et qu'il arrive à 18 ans, et c'est un gamin qui a été très très bien, qui a progressé, qui est père de famille à 25, 30 ans, et qui a un bon métier, et là ça c'est vraiment un réel plaisir. Sur tous les gamins que j'ai eus, bien sûr, tous n'ont pas réussi, mais quand il y en a quelques-uns, ça ferait vraiment très plaisir. Voilà. Juste ajouter pour vous faire un rebond, parce que c'est la loi Habitbol qui vient de passer. C'est pour ça, c'est la loi Habitbol qui contrôle tous les casiers judiciaires des éducateurs et des entraîneurs. Ça vient de passer, c'est-à-dire il y a une semaine. On va demander à la salle s'il y a des questions. J'avais surtout une question par rapport au harcèlement. Étant aussi directrice d'un centre de bien-être et de santé, on est plusieurs thérapeutes, une quinzaine. Et cette notion de harcèlement est très difficile à aborder dans la posture thérapeutique, au niveau juridique où on se situe. Voilà, c'est ça ma question. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'on essaie justement de rentrer dans tous les instituts, et dont les centres aérés, les centres de loisirs, mais même les crèches. C'est-à-dire que si on ne forme pas les éducateurs à reconnaître certains signes de certaines violences, dont le harcèlement, à savoir que le harcèlement, quand même, on n'arrive pas, on entend ce mot-là, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. C'est pour ça que la sensibilisation, dès le plus jeune âge, ils ont besoin d'entendre ce que c'est, dont le cyberharcèlement. Moi, je passe beaucoup de temps à énumérer ce que c'est le harcèlement, cette répétition des violences. C'est ça que je ne comprenne pas, ce mot de répétition. Ils n'arrivent pas à l'identifier, ça ne fait pas écho à ce qu'ils vivent. Je vous donne un exemple. J'ai fait une sensibilisation à Paris cet été. Un policier était là pour le harcèlement et le cyberharcèlement. On avait 200 enfants. Nous, on a fait sur toutes les formes de violence.
avec le policier, personne n'a parlé. Personne. Ça n'a pas fait écho. C'était très bien, son PDF théorique qu'on a trouvé très bien, nous en tant que professionnels. Mais ça n'a pas identifié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti que c'était eux qui vivaient ça. Et ils n'ont pas libéré la parole, j'imagine. Ils ne peuvent pas libérer la parole parce qu'ils n'identifient pas que c'est eux qui vivent ça, ou qu'on leur fait subir. Et nous, il y a 50 enfants qui ont parlé. Et on nous a dit stop parce que c'est un carnage. Et c'était essentiellement des enfants de 15 à 17 ans. Donc ça veut dire que c'était des enfants qui libéraient la parole pour la première fois, ils n'avaient jamais parlé. C'était des violences qu'ils vivaient enfants, c'est-à-dire en primaire, et qui n'avaient jamais parlé. Donc c'est pour ça que cette notion, déjà d'expliquer les mots. Moi en conférence, je réexplique tous les mots, que ce soit le traumatisme, l'emprise, l'inceste. Je réexplique les mots qu'on entend tous les jours, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Et les professionnels ne savent pas exactement au niveau juridique, au niveau pénal, au niveau vraiment de la signification. Et c'est ça qui est important en fait, c'est qu'il faut tout remettre à plat. Et que du coup, quand on acte les choses, c'est déjà différent. Et qu'on peut se permettre d'avoir le côté juridique. Alors, au niveau d'éducation nationale, et en particulier, là tu parles des jeunes, enfin je veux dire primaires, au collège et au lycée, maintenant, grâce justement à ces programmes, là, ce programme phare, la sensibilisation et la prévention est faite plusieurs fois toute l'année et à répétition, avec justement les définitions de qu'est-ce que le harcèlement. Donc en fait, tous les enfants de cette tranche d'âge savent exactement ce que c'est, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a énormément maintenant de retours. Enfin, on se rend compte qu'il y a la question de se poser, c'est est-ce que ça existait avant, parce qu'il y a tellement maintenant de jeunes qui parlent, parce qu'ils savent ce que c'est et qu'ils savent qu'ils sont écoutés. Et donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Disons que le problème ce que nous voyons, parce que quand nous sensibilisons avec les équipes pluridisciplinaires, on observe les enfants. On observe leurs questions, on observe leurs gestuels, leurs attitudes. Et ça ne trompe pas. Donc on entend tout le temps les enfants victimes et harceleurs. Parce que dans les protocoles qui sont très bien mis en place en France, qui sont bien, mais la plupart du temps, on ne s'occupe pas des enfants agresseurs. Et les enfants agresseurs, à 90%, sont des enfants victimes de violences intrafamiliales. Donc en fait, quand cet enfant est né déjà avec des violences de tout type, de n'importe quelle violence, il vit dans cette banalisation de violence, donc dans ce continuum de violence, et que du coup il va reproduire sans comprendre et mettre des mots. Du coup, quand on fait des sensibilisations, quand on leur dit que c'est interdit, puni par la loi, et que ce n'est pas normal de faire ça, ou de vivre ça, les enfants, on voit qu'ils se transforment. Donc ça veut dire que dès le départ, il y a une éducation qui n'est pas faite, que ce soit de la part des parents, et que ce soit de la part de l'éducation nationale. Donc moi je milite pour ça, je milite aussi pour accompagner les enfants agresseurs. Ce sont des enfants en souffrance, ce sont des enfants qu'on a besoin aussi d'accompagner, et justement d'accompagner dans tous ces psychotraumatismes, de faire un enfant aussi serein, et qui comprenne pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, on les déplace, et on ne s'occupe pas vraiment de la profondeur de cet enfant. Et ça me pose beaucoup de problèmes, moi, en France, sur ça. Donc je milite pour... je suis activiste, donc des fois c'est un peu difficile de rester impartial, mais c'est vraiment... voilà, j'y tiens. Alors moi je suis pour qu'on travaille main dans la main avec l'éducation nationale, pour justement, avec la police, avec les psychologues, les éducateurs. C'est vraiment un travail, je veux dire, de pluridisciplinarité, et surtout de mettre nos compétences ensemble pour justement accompagner les enfants le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et ce n'est pas fait en France. C'est ça la réalité du terrain. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà. Je vais essayer de poursuivre ce que vous venez de nous expliquer. Les garçons réagissent à la frustration inévitable par des réactions agressives. Et ces enfants, ces garçons-là, les filles réagissent d'une autre manière. Elles vont chercher un câlin ou le provoquer, ou elles vont parler, ce que ne font pas les garçons. Or, ces garçons, malheureux chez eux, ont appris la violence. Et au lieu de les sécuriser, trop souvent, on les punit. Donc c'est une forme de violence qu'on fait contre eux. Alors, par exemple, beaucoup de harceleurs sont des enfants qui n'ont pas conscience du mal qu'ils font, puisque pour eux, c'est presque la vie quotidienne. Et ça crée une sorte de déni. Le déni, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait.
Et si on punit les garçons, parfois les filles, mais beaucoup plus rarement, si on punit les garçons, on confirme que la violence est un mode éducatif. Or, on a fait un travail sur les féminicides, comme on dit maintenant. Tous les hommes qui tuent leurs femmes ont été des enfants en attachement désorganisé. Ils ne savaient pas s'exprimer. Ou bien, quand ils étaient malheureux, au lieu de dire je suis malheureux, dis-moi ce que je dois faire, soutiens-moi, ils passent à l'acte. Donc, à ce moment-là, on les punit, donc on aggrave ce mode de réaction. Et je pense que la culture, c'est important d'entrer dans la culture pour l'expliquer, comme vous venez de le faire avec les mots du quotidien. C'est important aussi de faire des recherches, parce qu'il faut faire comprendre à la culture que si un garçon fait ça, c'est qu'il a acquis ce mode de comportement, et toutes les cultures ont utilisé ces réactions brutales des garçons pour les préparer à la guerre. J'ai connu 2 guerres. C'est-à-dire qu'on eut toutes les cultures, et je croyais que c'était fini. Pendant 2 générations, j'ai cru naïvement, et je me suis dit, c'est fini, maintenant on va apprendre aux enfants, surtout aux garçons, on va leur apprendre à réagir différemment. Ce qui se passe actuellement sur la planète nous fait voir que c'est faux et qu'on recommence à préparer les garçons à la violence. Alors, les garçons réagissent par la violence qui est utilisée par toutes les cultures, et on parle étonnamment peu des infanticides où les femmes sont très majoritaires. Alors là, ça pose un autre problème, c'est que le déni, on le pratique nous aussi. Parce que c'est le confort. On se protège. Et c'est difficile d'ouvrir les yeux, c'est difficile d'accepter, non pas une critique, mais c'est difficile d'accepter une explication. Et le déni est protecteur. J'évite d'affronter le problème, mais du coup, en n'affrontant pas le problème, je ne le règle pas, je m'empêche de le régler. Donc il y a un aspect éducatif, culturel, et notamment le rugby, fait partie des modes pour les garçons, mais aussi pour les filles qui s'y mettent de manière très agréable, mais là encore, elles pratiquent un rugby différent des garçons. Mais c'est très agréable parce que c'est un lieu où on peut apprendre à contrôler son agressivité. Les filles apprennent par le câlin et par les mots, il faut apprendre aux garçons. Ça sera plus difficile, mais c'est possible. Et au rugby, les règles font que tout acte brutal est puni, sanctionné. Donc si tu veux gagner, si tu veux jouer à gagner, il faut que tu apprennes à contrôler ta brutalité. Et je pense que vous parliez tout à l'heure de la Seine. Alors il n'y a que des femmes dans l'Assemblée, mais Ficou, vous l'avez eu comme élève? Il l'a eu comme élève, vous vous rendez compte? Donc Ficou, qui est une vedette internationale, a bénéficié probablement, il paraît que c'est un gars très gentil, extrêmement gentil, mais il a bénéficié de cet apprentissage